Merci d'être resté pour cette deuxième table ronde. Donc là, on passe à la culture. Et donc pour cette table ronde, on va s'intéresser à la création artistique en Palestine, la création artistique contemporaine notamment. Et donc on va avoir un panorama de ce qui se fait en Palestine et sur la Palestine, si je puis me permettre l'expression. Et on va aussi discuter en fait des conditions de production artistique sous l'occupation, comment est-ce qu'on crée sous occupation, et en quoi est-ce que cette création elle représente un engagement. Donc avec moi pour discuter de ce sujet, Marion Slétine, anthropologue et chercheuse postdoctorale à l'EHESS et au MUSEM. Après avoir travaillé dans le secteur culturel en Syrie et en Palestine, tu as réalisé une thèse intitulée « La Palestine en création, la fabrique de l'art contemporain entre territoires occupés et scènes mondialisées ». Donc, tes recherches s'intéressent aux interactions entre art et politique dans les mondes arabes contemporains. Et je me permets de le préciser, tu es également commissaire associé de Ce que la Palestine apporte au monde, une exposition qu'on inaugure à l'Institut du monde arabe le 31 mai prochain et qui donnera à voir pendant 6 mois la vitalité de la création palestinienne. À ma gauche, donc Léna Merhej, illustratrice de livres jeunesse et de BD. Tu as cofondé le collectif libanais Samandal, qui est la première revue de BD en langue arabe et qui fait appel à des artistes de tous les pays du monde arabe. Tu as obtenu, Léna, une thèse sur la narration, tu as soutenu, une thèse sur la narration de la guerre dans la BD libanaise à l'université Jacobs de Brême en 2015. Ton film d'animation Dessiner la guerre a gagné le prix du jury du Festival de New York en 2002. Ta BD Kamen Sena, dont on aura l'occasion de parler d'ailleurs pendant cette rencontre, a reçu le prix du meilleur album au Festival international de la bande dessinée d'Alger en 2009. C'est une BD qui traite de la Palestine. En 2013, le FIBDA prime ta BD Laban et Confiture. Et enfin en 2019, Salam, donc une de tes dernières BD, remporte le prix du meilleur album de Mahmoud Kahil. Donc voilà pour nos deux intervenantes. Je vais te laisser, Marion, commencer et nous parler donc de la création artistique en Palestine. Je suis ravie de participer à cette table ronde aux côtés de Léna Merhej, dont j'apprécie énormément le travail. Et par ailleurs, je suis particulièrement contente parce que vous avez choisi de présenter Space Exodus de Larissa Sansour, qui est, j'ai un rapport très personnel avec cette œuvre, puisque c'est la première œuvre de Palestine que j'ai découvert dans une exposition à l'Institut du monde arabe en 2009. C'est la dernière fois qu'il y avait une exposition à l'Institut du monde arabe sur la Palestine en 2009, donc c'était quand même assez longtemps. Et cette œuvre et cet artiste m'avait profondément marqué à l'époque et m'avait donné envie d'approfondir le sujet sur lequel je suis toujours, qui est le sujet de ma thèse, à savoir l'art contemporain des territoires palestiniens occupés, comme Zoubida l'a rappelé, et plus spécifiquement, je m'intéresse aux arts visuels. Donc désolée pour les personnes qui pensaient entendre des choses sur la musique, la danse, le théâtre, la littérature qui sont extrêmement variées et diverses, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, oula, c'est un peu fort. Là. Merci. Donc, c'est dans cet ouvrage, je présente donc une partie de ma thèse qui est sur les pratiques artistiques dans l'espace public à Gaza. Mais aujourd'hui, je vais essayer d'élargir un petit peu le propos pour vous dresser, alors non pas un panorama, parce que j'ai que 15-20 minutes, ce temps-là imparti, donc ce ne sera pas un panorama, c'est un petit échantillon qui est évidemment pas exhaustif de ce dont l'art contemporain peut, donc de Palestine, ou sur la Palestine, peut être le nom. Donc un art qui, de prime abord, peut être perçu comme un des arts les plus politisés au monde, disons, des plus engagés, mais on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Et donc on va se poser la question ensemble de, dans ce contexte que Dominique Vidal et Joanne Beas ont déjà planté, donc je ne vais pas revenir dessus, donc un contexte
coloniale que connaît la Palestine, quelles sont les formes d'engagement que peut révéler cet art contemporain. Donc je voudrais commencer par une citation, si vous me le permettez, c'est la seule de cette présentation. Donc c'est un historien de l'art palestinien de référence, Bachir Mahoul, qui écrit en 2013, je le cite, « Les Palestiniens ont été réduits à une question politique mondiale et peu importe ce qu'ils sont par ailleurs, ils sont certainement l'un des peuples les plus politisés au monde. Il semble souvent absurde de parler d'art politique avec les artistes palestiniens. Il s'agit d'un contexte où peindre un cactus peut être lu comme un traité nationaliste et où assembler une certaine combinaison de couleurs pouvait autrefois vous conduire à la prison. » Fin de citation. Donc, pour comprendre la dernière phrase de cette citation, il faut en effet rappeler que le cactus, sabab, a une teneur politique particulièrement forte dans le contexte palestinien, puisqu'il est un des symboles de la résilience palestinienne, le soumoud, qu'on peut traduire mal par ténacité ou persévérance malgré les souffrances. En tout cas, le cactus, qui dès 1948 servait à délimiter les parcelles agricoles des paysans, était en fait la seule chose qui restait après les bombardements. Et donc, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, le cactus est mobilisé par de nombreux artistes de partout de la Palestine. Là, Karim Abou Shakra, qui est de Oum el-Fahem, en Israël actuellement, Mohamed Hawajiri à Gaza. Bref, il y a énormément d'artistes qui vont utiliser le cactus en signe de résistance et de résilience à l'occupation. Par ailleurs, pour comprendre donc, la deuxième partie de la phrase où assembler une certaine combinaison de couleurs pouvait autrefois vous conduire à la prison, il faut en effet rappeler que de 67 à 93, réunir les 4 couleurs du drapeau palestinien était interdit par un décret israélien. Et d'ailleurs, Fatih Raben, que nous voyons ici en haut, un artiste donc, de Gaza, a été emprisonné pour cette toile que vous voyez à droite, pour avoir réuni dans un même tableau le vert, le blanc, le rouge et le noir, donc les couleurs du drapeau palestinien. C'est ainsi que la pastèque est devenue un signe de protestation à cette loi. Donc, pour contourner cette loi, les artistes et d'autres, les citoyens, portaient les cactus en signe de résistance. Et donc, pareil, ce symbole a été très largement mobilisé par les artistes palestiniens et arabes d'ailleurs, comme on le voit sur ces photos. Alors, de manière générale, historiquement, on peut dire que les liens entre art et engagement politique sont, dans le cas palestinien, inextricables. Grosso modo, mais sans rentrer dans trop de détails, on peut distinguer 4 grandes périodes, disons, dans les arts visuels de Palestine, qui suivent à peu près, et de près, l'histoire politique du pays. Donc, disons, la première période, l'art de l'exil, de la Nakba, de 48 à la fin des années 60, où on va voir un peu l'avènement d'une iconographie particulière, où le thème de l'exil et du sort des réfugiés va devenir un des sujets quasi permanents dans les œuvres qui sont dominées par la peinture à ce moment-là, mais également l'affiche politique et les graffitis. Je ne rentre pas dans le détail. Donc là, je vous ai mis Ismaël Chamoud, qui est un des peintres emblématiques de cette période, qui va dépeindre dans ses toiles la souffrance collective des réfugiés sur la route de l'exil. Très rapidement, deuxième grosse période que je hache de manière beaucoup trop réductrice, mais l'art nationaliste de la Révolution, donc fin des années 60, donc, à partir de 67, guerre des 6 jours où Israël occupe les territoires palestiniens jusqu'à fin des années 80, on va avoir un renouveau du mouvement artistique, avec un mouvement de résistance à l'occupation
et un mouvement de lutte armée qui va être sous l'égide de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Cette même organisation qui, à ce moment-là, va soutenir très très largement la création, puisqu'elle va considérer l'art comme un moyen privilégié de lutte contre l'occupation. Je vous ai mis la deuxième et dernière citation de cette présentation, c'est Yasser Arafat, qui, de ses propres mots, dira que, je le cite, « Le mouvement national palestinien n'est pas seulement l'arme du combattant, mais principalement la plume de l'écrivain, le pinceau du peintre, les mots du poète. Une chanson ne sera jamais qu'une simple chanson, mais un acte de résistance. » Donc, citation très claire. On voit bien là comment l'art est perçu comme un outil majeur dans la construction nationale. Et à ce moment-là, on a un art avec une iconographie qui va être très codifiée, avec une symbolique nationaliste qu'on va retrouver très très souvent dans les œuvres de l'époque. Donc on voit rapidement voilà, le kéfier, la carte de la Palestine, le drapeau, la colombe de la paix, le martyr, la broderie palestinienne à la gauche. Bon, on pourra y revenir en discussion. En tout cas, voilà, une iconographie propre au contexte palestinien, mais qui a aussi des échos dans la peinture du réalisme socialiste plus largement dans le monde. Troisième grande période, à coup de hache, l'art de l'intifada, avec donc la première intifada en 87, qui va correspondre à une sorte de vent de liberté dans les arts, avec de nouvelles expérimentations artistiques. Ce qu'on peut appeler une intifada artistique également, en écho donc avec l'intifada, et qui passe notamment par, c'est à ce moment-là qu'il y a le début du boycott culturel, donc le boycott en l'occurrence des produits israéliens pour faire de l'art. C'est ainsi que je vous ai mis donc le collectif de 4 artistes de Ramallah qui s'appelle New Vision, qui en 87 va décider de créer leurs propres matériaux pour créer leur œuvre, donc à l'aide d'argile, de paille, de café, de pigments naturels, pour ne pas avoir à passer par le marché israélien. À ce moment-là, c'est aussi un moment où l'engagement des artistes va se conjuguer à une activité politique à part entière. Souvent, les artistes vont être affiliés à des factions politiques, voire enrôlés dans la lutte armée. C'est ce que nous voyons, non, alors on ne voit pas la lutte armée, mais en tout cas, Fatih Raben, qui là est le même artiste que je citais tout à l'heure, qui offre donc là sur cette image un de ses tableaux à l'effigie de Yasser Arafat, et qui est en fait le conseiller ministériel de Arafat. Donc on voit vraiment les liens très très forts entre le statut d'artiste et le statut d'activiste politique. Et dernière grosse période, disons, un art que j'ai appelé un art post-Oslo, post-nationaliste, je vais m'expliquer. Donc, disons, depuis les années 90, il va y avoir beaucoup de changements, comme vous le savez, changement de paradigme avec Oslo, qui va correspondre d'abord à toute une période, évidemment, d'espoir dans la construction étatique palestinienne, et donc qui va de pair avec une construction des infrastructures culturelles, puisqu'un État sans infrastructures culturelles ne peut pas être viable. Donc il va y avoir énormément de fonds qui vont venir des bailleurs de fonds étrangers, mais aussi des fondations pan-arabes qui vont participer à financer donc, ce champ culturel qui avant était chapeauté donc, par l'OLP et qui là aujourd'hui, non pas aujourd'hui, en tout cas à partir des années 90, va être chapeauté par des acteurs internationaux, des acteurs privés et des acteurs de la société civile. Donc, évidemment, après, il va y avoir l'échec des négociations de paix, la deuxième intifada extrêmement fortement réprimée et la poursuite de la colonisation israélienne, qui va mener à un profond désarroi dans la population, et dans la population des artistes également, ce qui remet en cause
la relation des artistes à la question nationale. Face à tout ce contexte de désillusion, les artistes vont toujours continuer à dénoncer les effets de l'occupation, mais de manière, disons, plus suggérée, plus personnelle, souvent avec beaucoup d'humour noir, hein, comme on a pu le voir dans les films de Larissa Sanssour, en cherchant à renouveler les récits de la Palestine et dessiner de nouveaux regards sur les Palestiniens. Je vous propose de voir le cas de cette œuvre, qui est une œuvre que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai vraiment fait un choix subjectif d'œuvre que j'aime beaucoup. Voilà. Et je l'assume. Désolée. Donc, c'est l'œuvre de Taïsir Batneji, qui est donc originaire de Gaza, qui aujourd'hui habite à Paris, et qui va d'ailleurs faire une expo, ça c'est le côté pub pour lui, bientôt à Paris. Je vous invite à aller voir. Donc, il fait cette œuvre qui s'appelle GH0809, donc l'abréviation de Gaza Houses 2008-2009, alors qui fait manifestement et de manière assez évidente appel à l'esthétique standardisée des annonces immobilières pour détourner cette esthétique et parler en fait, quand on se rapproche de cette vitrine et qu'on regarde les annonces, qui fait en fait parler des ravages de l'offensive israélienne sur Gaza de 2008 à 2009, qui a provoqué plus de 1300 victimes palestiniennes, dont 65% de victimes et plus de 5000 blessés. Et alors, ce qu'on lit, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais en tout cas ce qu'on lit en bas de ces annonces, c'est un commentaire extrêmement détaillé qui décrit l'habitation à la manière des agences immobilières, mais qui décrit l'habitation avant sa destruction, avec à la fin le nombre de personnes qui habitaient dans ces bâtiments pour leur rendre un dernier hommage. Un autre exemple de cet art, disons, de la résistance revisitée, avec une artiste qui là est beaucoup plus jeune, une artiste donc, disons, de la nouvelle génération, Safar Hatib, née en 80, non pas du tout née en 66, ah, je me suis trompée là-dessus, elle est née en 94, donc il ne faut pas prendre une photo, enfin, en tout cas faut changer, et elle ne vit pas, par contre elle vit à Jérusalem, entre Jérusalem et Kfar Kana. En tout cas, donc dans cette œuvre qui s'appelle La révolte des tresses, Safar Hatib va dénoncer de manière, encore une fois, subtile, les conditions de la vie carcérale des Palestiniens et des Palestiniennes, en l'occurrence, en Israël. Il faut savoir que depuis 1967, le passage par la prison a marqué l'expérience collective de 40% des Palestiniens. Je vous invite à lire le bouquin de Stéphanie Latazala sur la toile carcérale, qui nous apprend également qu'en 2021, on comptait 4500 prisonniers politiques palestiniens. Donc, Safar Hatib s'empare de cette question carcérale, de cette toile carcérale. Elle va faire donc un travail de recherche et un travail avec des prisonnières, qui sont des prisonnières mineures, qui ont entre 15 et 18 ans, et qui ont entendu sur une radio locale palestinienne une annonce appelant à faire des dons de cheveux pour des patientes atteintes de cancer. Et donc, en signe de solidarité, ces prisonnières vont décider de couper leurs tresses et vont les faire passer clandestinement à l'extérieur de la prison. Et donc, par le geste artistique, là en l'occurrence par la photographie, Safar Hatib va recréer métaphoriquement ce geste de solidarité et de résistance. Alors, ce renouvellement, disons, des récits artistiques va aussi passer par le fait de revisiter les symboles du nationalisme, voire même de les déconstruire. Donc, je vous ai mis quelques exemples ici. La représentation de la femme, qui est, bon, disons, un des symboles majeurs aussi du nationalisme palestinien, la terre fertile de Palestine, hein, chez les pionniers de l'art moderne, comme on voit à gauche avec une toile, disons, un peu iconique de Seyman Mansour,
qui est un des artistes qui sont les plus chers de Palestine, en passant. En tout cas, donc un symbole majeur, et là, comme on peut le voir ici, Sleiman Mansour donc, voilà, a fait énormément de ce type de peinture, avec donc la robe palestinienne, le thobe, qui est la robe, disons, traditionnelle, avec des broderies qui correspondent à chaque région de Palestine a ses propres motifs de broderie. En tout cas, ce que je voulais vous dire ici, c'est que on le voit par exemple avec la toile de droite de Amir Chomali, qui lui est un... Donc, Sleiman Mansour, il est né en 47, si mon souvenir est bon. Amir Chomali, il est né en 80, voilà à peu près, donc pour voir un peu la différence aussi de génération. Donc on a une toile à droite qui va reprendre et va pasticher clairement la toile de Sleiman Mansour en remplaçant les oranges, orange bien sûr également symbole des oranges de Jaffa, donc qui va remplacer les oranges par des bouteilles de jus d'orange Tapuzina. Et Tapuzina, il faut savoir que c'est un... Je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais en tout cas c'est un jus d'orange qui est un peu le symbole de la colonisation israélienne, puisque les entreprises sont basées dans les colonies israéliennes. Donc, autre exemple, un petit peu pour voir cette revisitation des symboles, avec l'artiste Majd Abdelhamid et son œuvre Pacifier, que nous voyons ici, dans laquelle l'artiste va dupliquer 80... alors, bon, il va dupliquer beaucoup de fois la même clé, qui est donc évidemment la clé du retour des Palestiniens, et qui va transformer en sucrerie pour enfants la clé du retour, et ainsi le droit au retour se trouve désacralisé, signifiant évidemment des illusions propres à la génération post-Oslo, l'horizon d'un droit au retour qui est de plus en plus lointain du fait de la politique coloniale israélienne et aussi de l'incompétence des autorités palestiniennes. Une autre œuvre du même artiste va illustrer également ce détournement des symboles du nationalisme palestinien. Donc là, nous avons le dôme du rocher, qui est donc un symbole de Jérusalem, donc également du nationalisme palestinien en général. Mais là, l'artiste va décider de réaliser cette œuvre, et donc le dôme du rocher, en pilule antidépresseur. D'où le nom donné à l'œuvre, Painkillers, donc avec un usage des symboles nationalistes pour parler à la fois donc, de cet horizon, disons, politique et de ce statu quo politique quant au statut de Jérusalem, mais également pour parler des ravages de la drogue dans sa propre société. Donc il habite à Ramallah quand il crée cette œuvre, aujourd'hui il est à Paris, mais donc sa propre société donc, à Ramallah, qui est devenue un vrai laboratoire expérimental pour les dernières drogues sorties du marché israélien. Et plus largement, ce détournement des symboles du nationalisme permet aussi de formuler une critique interne, de plus en plus en vigueur chez la nouvelle génération d'artistes, et ça c'est assez nouveau, disons, par rapport, c'est pas du tout, enfin, il y avait avant 90 des critiques internes, mais là on va dire que cette critique interne qui est formulée donc à l'encontre des responsables palestiniens et à l'encontre de la société palestinienne se renforce. Donc, l'activisme des artistes va toujours participer à dénoncer les effets de la colonisation, mais pas que. Et donc, comme je le disais, il va être formulé envers les pouvoirs palestiniens en place, la corruption de l'autorité palestinienne et des responsables politiques qui sont considérés comme des complices de l'occupation. Donc, une œuvre très claire, disons, qui est un appel, disons, à en finir avec la période d'Oslo, à la dissolution de l'autorité palestinienne. Donc Mohamed Moussalam,
qui est donc un artiste de Gaza aujourd'hui au Canada. Donc avec ces deux œuvres faites en passeport de l'autorité palestinienne, découpées. Et une autre œuvre, rapidement, donc qui fait allusion à la fin de la division interpalestinienne, donc le Hamas représenté en vert, le Fatah représenté en jaune à droite, et donc appelant à la réconciliation nationale. Donc passons maintenant à mon deuxième et dernier point, ça va, de cette présentation sur disons, les nouvelles formes d'engagement et le droit à la fiction comme acte d'engagement. Je rappelle que Jean-Luc Godard disait en 1948, avec l'expulsion des Palestiniens hors de leur terre, je le cite, j'avais 3 citations en fait, mais elle est courte, les Israéliens retrouvent la fiction, tandis que les Palestiniens tombent dans le documentaire. Fin de citation. Donc, si les arts visuels de Palestine ont longtemps donc, eu cette valeur documentaire, de témoignage, dans une quête de visibilisation contre l'effacement programmé par la politique coloniale israélienne, aujourd'hui on voit chez la nouvelle génération d'artistes une revendication au droit à la fiction, comme une nouvelle forme d'engagement à part entière. Et dans ce contexte où donc, les horizons sont bouchés, le recours à la fiction, voire à la science-fiction, comme on l'a vu donc, avec les films de Larissa Samsour, le recours à l'utopie, voire à la dystopie, est un outil puissant de contestation de l'ordre en place. Et c'est donc dans cette lignée que Larissa Samsour intervient. Et elle a ouvert, avec d'autres, qui sont présents dans cette salle également, elle a ouvert la voie au courant artistique dit arabo-futurisme. Je cite évidemment Rania Stéphane, mais voilà, comme disons ce courant artistique qui a influencé toute une génération d'artistes palestiniens et internationaux, mouvement donc de l'arabo-futurisme, alors on y est, qui donc dans les années qui s'inspire de l'afrofuturisme, donc dans les années 90, qui est cette contre-culture issue des Afro-Américains, qui vont se réapproprier la technologie, qui est donc perçue comme un outil de domination, et qui va se réapproprier l'imagerie de la science-fiction dans une perspective décoloniale. Et donc, dans Space Exodus, que vous venez de voir, Samsour fait allusion donc, de manière parodique au film donc, de Stanley Kubrick, Space Odyssey, et elle va se mettre en scène, ce qu'elle fait d'ailleurs souvent dans son œuvre, hein, elle se met en scène elle-même en astronaute, devenant la première astronaute femme à planter le drapeau palestinien sur la Lune. La Lune constituerait-elle l'unique lieu susceptible d'accueillir un État palestinien? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, la question reste ouverte. Mais la vidéo, je ne sais pas si vous avez entendu, s'achève sur la phrase détournée de Neil Armstrong. Donc je cite, « Un petit pas pour les Palestiniens, un grand pas pour l'humanité ». Donc ce chef-d'œuvre, disons, montre de manière éloquente que la cause palestinienne donc, devient et est une cause globale, et Samsour va, disons, prolonger et continuer à faire des variations en fait autour de ce projet, puisqu'elle va également créer cette série de sculptures qui s'appelle donc Palestinotes, N-A-U-T-S, qui va prolonger ce projet de Palestine globale et déterritorialisée. Et comme Samsour, beaucoup d'artistes de la nouvelle génération vont mobiliser ce qu'une anthropologue a appelé des représentations anticipatoires. Alors, c'est des représentations qui vont proposer un autre regard pour sortir, en tout cas symboliquement et artistiquement, du statu quo politique ambiant.
Donc par exemple, l'artiste de Ramallah, Khaled Jarrar, va imaginer un État palestinien en concevant un tampon qui s'appelle donc tampon État de Palestine, qu'il appose sur les passeports, tant des Palestiniens que des internationaux qui le souhaitent. Et alors la plupart de ces personnes qui ont décidé ou bien voulu avoir ce tampon sur leur passeport se sont bien sûr fait refouler à la frontière par les Israéliens, ou alors leur passeport israélien a été annulé, comme on le voit en bas à gauche. Mais en tout cas, disons que qu'il y a dans cette œuvre quelque chose de performatif, vraiment, où Jarrar, donc l'artiste, va anticiper dans son imagination et aussi sur le terrain, disons, l'État de Palestine qu'il va du coup rendre mobile et transnational. Les artistes vont proposer ainsi des utopies artistiques pour mieux questionner le présent et dessiner les contours d'un futur désirable, comme c'est le cas d'un projet qui s'appelle donc Un métro à Gaza, de Mohamed Aboussal, qui vit à Gaza et qui va être également exposé bientôt dans l'exposition à venir le 31 mai, et j'arrête la pub, à Lima. Et donc cette œuvre qui part du constat humoristique, ironique, que les Gazaouis ont une certaine expérience pour creuser des tunnels, n'est-ce pas? Donc l'artiste va inventer une ligne de métro qui relierait le nord et le sud de Gaza, ainsi qu'une ligne de RER, que vous voyez à droite, qui relierait les différents territoires palestiniens fragmentés, dépassant donc, en tout cas virtuellement et artistiquement et symboliquement, la fragmentation territoriale et proposant ainsi une solution à minima fictionnelle à l'état désastreux des transports publics à Gaza, mais également de la situation politique en général. Autre exemple de ces utopies artistiques avec Raïda Saadé, qui sera également exposée dans la prochaine exposition, qui vit donc, elle, à Jérusalem, qui dans cette série va se mettre en scène, donc également comme Samsour, elle va se mettre en scène, traversant le mur, abattant le mur, et là on voit donc que le corps de la femme, qui est campé par l'artiste elle-même, va devenir l'incarnation de l'acte de refuser de se conformer au paysage colonial, mais aussi va être une invitation à se projeter dans l'avenir et un appel à l'émancipation globale. Donc à la fois une émancipation du joug de l'occupation israélienne, mais également du joug de la société patriarcale dans laquelle elle vit. Et donc ces propositions qui vont jouer, l'ensemble de ces propositions artistiques qui vont jouer entre les frontières, qui vont jouer avec les frontières entre le réel et le fictif, peuvent favoriser une pensée, disons, anticipante et une sorte de sortie de l'impuissance. Elles vont devenir des plateformes pour imaginer les jalons d'un futur de leur pays. Et dans un contexte colonial, l'imagination est une ressource vitale, comme le rappelle l'anthropologue Arjun Appadurai, et la lutte contre les inégalités et l'injustice va passer par une restauration de la capacité à l'aspiration, comprise comme la capacité à imaginer des futurs crédibles. Et pour finir, je voudrais dire qu'il n'y a pas vraiment, disons, enfin, en tout cas, je ne sais pas combien de temps j'ai mis. Ça va? Combien de temps? 7 minutes? Non, un peu plus. Ok, je suis toujours paniquée par le temps. Donc, je voudrais juste dire que voilà, il n'y a pas véritablement d'art contemporain de Palestine, il y a vraiment, enfin, évidemment, qui se décline au pluriel et qu'il est très différent selon les contextes de production. Alors là, je n'ai pas forcément trop parlé de ça parce qu'on n'avait pas forcément le temps, mais il faut rappeler que la politique de fragmentation territoriale a également, évidemment, des impacts sur la fragmentation des identités culturelles, la fragmentation et sur la manière de faire art selon qu'on se place à Gaza, en Cisjordanie, en
ou ailleurs, dans les camps de réfugiés, etc., ou en diaspora. Et du coup, il y a vraiment une sorte de mosaïque culturelle très très fragmentée, qui fait que donc voilà, la scène artistique est très variée, et souvent les artistes de Palestine vont beaucoup plus se rencontrer dehors. Je pense qu'au festival Ciné-Palestine, c'est un des, disons, des lieux où des artistes qui ne se connaissaient pas avant, mais qui se connaissaient sur les murs virtuels, qui se connaissaient par les réseaux sociaux, se rencontrent, et donc qui sont obligés de se rencontrer à l'extérieur de leur propre pays. Alors là, je me suis focalisée sur les artistes, surtout qui exercent, disons, en territoire palestinien, mais on peut dire que l'art de Palestine comprend évidemment aussi l'art de solidarité pour la cause palestinienne, issu donc d'artistes qui ne sont pas nécessairement palestiniens de biographie, disons, d'où je tiens à cette expression de art de Palestine et pas de art palestinien. Donc voilà, issus de partout dans le monde, comme va le montrer Léna Mehrej dans ses œuvres. Donc Léna qui a donc depuis un certain nombre d'années exprimé à travers son art son engagement pour la question palestinienne. Alors juste pour finir, donc cette question des solidarités artistiques, évidemment, elle n'est évidemment pas nouvelle. Une des premières manifestations de cette solidarité, disons, artistique internationale, à l'échelle internationale, c'est justement cette exposition de 78 à Beyrouth, qui est la première exposition internationale d'art pour la Palestine, qui va être organisée par l'Organisation de libération de la Palestine. C'est une exposition qui devait rassembler un fonds d'œuvres devant composer les bases d'un futur musée palestinien en exil. L'événement va mobiliser de nombreux artistes de plus de 30 pays, dont Miro, Anthony Tapies notamment, et a pu présenter plus de 200 œuvres qui ont été léguées, données par ces artistes à l'exposition, qui était censée être itinérante. L'itinérance s'est réduite à Venise et le Japon, si je ne me trompe pas, mais elle a été stoppée par l'invasion israélienne de Beyrouth en 82 et le siège de Beyrouth-Ouest, où les forces armées détruisent donc l'ensemble de la collection. Ça fait référence à ce que Dominique Vidal disait en première partie sur la destruction des archives, qui est effectivement, et notamment des archives culturelles, qui est une priorité stratégique de l'armée, qui est très largement utilisée. Donc aujourd'hui, cette solidarité artistique va s'exprimer de manière, alors je fais un bond de 30 ans là, donc de manière emblématique, disons, à travers le street art sur le mur, qui va être souvent donc associé au soutien à la cause palestinienne et à la dénonciation de la violence coloniale. Donc l'exemple le plus parlant, et que vous connaissez certainement, est le phénomène, entre guillemets, Banksy en Palestine. Banksy qui a alors je dis que j'ai mis que des œuvres que j'aimais bien, c'est pas vrai. Donc Banksy qui a participé à populariser le street art sur le mur, il vient en Cisjordanie pour la première fois en 2005, donc d'abord pour y peindre, c'est, alors pas ça, à droite c'est JR, mais en tout cas là et là, la petite fille au ballon, et les trois que vous voyez également. Donc il va y peindre. Certains spécialistes de Banksy diront que c'est la Palestine qui a fait de Banksy une star. Donc il est venu un certain nombre de jours en 2015, et ensuite il est venu à Gaza en 2015 par les tunnels, jusqu'à ouvrir... je ne l'ai pas mis, mais donc, dommage, peut-être dans les annexes, non. Bon, non, eh bien tant pis, vous n'aurez pas la photo de... Donc, voilà. Donc, il va ouvrir un hôtel en 2017, The World of Hotel, l'hôtel emmuré,
qu'il va placer littéralement face au mur de séparation, donc avec les M, et qui se vante d'avoir la pire vue au monde. Donc l'hôtel va permettre aussi d'acheter du Banksy à des prix défiant toute concurrence. L'artiste va inciter ainsi du coup ses collectionneurs et ses fans qui ne sont a priori ou pas forcément sympathisants, disons, de la cause palestinienne, mais à venir voir du coup, de fait, pour pouvoir acheter du Banksy, à venir voir du coup les réalités de l'occupation. Donc si ce projet évidemment témoigne de son engagement à la cause palestinienne, il pose également la question d'une sorte de spectacularisation de l'occupation et d'un mouvement peut-être plus général de marchandisation de la cause sur laquelle on pourra revenir aussi en débat. Et donc pour finir, voilà, c'est tout. Et bien, je vous remercie pour votre attention. Voilà. Non, on va commencer par le PowerPoint. C'est général. Merci beaucoup, Marion. Désolée, je t'ai fait peur en prenant mon micro de manière... Non, merci pour cette super présentation. Et malgré ta modestie légendaire, je trouve quand même que c'est un super panorama qui donne vraiment un aperçu général de ce qui s'est fait, de ce qui se fait en Palestine et qui donne aussi envie d'aller plus loin. Donc venez voir l'expo à Lima et allez voir toutes les expos d'artistes palestiniens. Et j'ai beaucoup aimé ta distinction entre l'art de Palestine et... Donc toi tu choisis d'utiliser ce terme-là, donc l'art de Palestine et pas art palestinien. Et en ce sens, je suis très contente qu'on puisse discuter avec toi, Léna, parce que ton travail prouve que la cause palestinienne est un combat universel, et d'ailleurs c'est tout le postulat du livre, de cet araborama, et comment en fait la Palestine, voilà, c'est une question universelle et on n'a pas besoin d'être palestinien pour écrire ou pour travailler sur la Palestine. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que la Palestine occupait une place très importante dans ton travail en tant qu'artiste libanaise. Tu as publié notamment Journal de l'invasion israélienne avec Sahar Mandour en 2008 à Samandal, c'est ce que vous voyez à l'écran. Ça t'embête de passer les slides? Ah oui, bien sûr. Tu as publié aussi, tu as auto-édité en 2009 Kamen Sana avec Maher Abi Samra. Ensuite, en 2014, c'est Cette terre est la mienne. La prochaine, merci. Aux éditions As-Saphir. Puis Commémoration des massacres de Sabra et Shatila en 2016. C'est celle d'après encore. Pardon. Et enfin, donc, ta dernière BD en lien avec la Palestine s'appelle Sama Elena Agenin en 2023 et c'était aux éditions de Sawa Center for Arab Comic Studies. Ma première question, Lina, c'est quand et comment a commencé ton engagement pour la Palestine? Oui. Premièrement, merci pour m'inviter à participer à cette discussion. C'est magnifique de voir tout ça et c'est intéressant de penser comment la BD, les dessins, le graphisme aussi est en parallèle avec tous ces mouvements. Je pense que j'ai lu quelque part sur Dar al-Fatah al-Arabi une analyse qui fait un peu aussi les différents livres d'enfants qui ont été produits dans les années 70 et après les changements qui ont été dans les années 90. Du coup, moi j'ai grandi à Beyrouth. Je pense que oui, mon engagement en tant que, pas quelqu'un international, mais de Beyrouth, qui a vécu à Beyrouth pendant la guerre, qui a côtoyé les Palestiniens tous les jours. J'ai grandi aussi avec les images de Najil Ali dans le journal. Ça, c'était quelque chose qu'on attendait, très présent. Aussi, les livres de Dar al-Fatah al-Arabi. Du coup, ma mère, elle avait des amis qui étaient palestiniens. Elle travaillait dans une clinique, un petit hôpital dans les camps. Et du coup, oui, quand j'ai commencé à travailler
j'ai été invitée par Joseph Smeha pour travailler dans le journal As-Safir et avec Sahar Mandour. Du coup, là, c'était une invitation à tous les jeunes de mon âge, j'avais 20 ans à l'époque, pour participer à un truc, un supplément où les jeunes du monde arabe pourraient participer. Et du coup, là, je dessinais aussi pour des auteurs palestiniens. Du coup, il y avait pas mal de présence dans ce supplément d'artistes palestiniens. Et d'où on a eu l'idée, avec Sahar Mandour, de travailler, de faire une BD pour Samandal, avec un article qu'elle avait écrit où elle avait fait le journal, du coup les quotidiens de l'invasion israélienne. Et ce que j'ai pris et que j'ai utilisé les archives aussi de Safir pour faire une BD, pour l'étaler sur des planches en images et en texte. Du coup, oui, je peux dire que c'est à travers, parce que aussi les gens qui travaillent avec Dar el-Fatah al-Arabi, qui sont par exemple Helmi Touni et Mhidine El-Labad, ils ont travaillé à Safir. Du coup, je me sentais que j'avais besoin de ces références, des gens qui travaillent avant moi. Le graphisme, qui est Mhidine El-Labad, un grand artiste dans ça. Et du coup, c'était bien sûr des modèles pour moi. En 2009, tu as auto-édité donc Kamen Sana avec Maher Abissamra. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, ça c'était une commande pour Esquwa. Du coup, je connaissais quelqu'un qui travaillait pour Esquwa. Il voulait faire une chose pour le jour de solidarité avec le peuple palestinien. C'était un peu tricky. Maher Abissamra, il est très critique. Et il est très conscient de toute la politique. Et d'où on a travaillé ce livre ensemble pour parler de la situation au fait, des Palestiniens, surtout à travers le Chatet, la diaspora, toutes les différentes nationalités qu'un Palestinien peut avoir. Du coup, la commande, c'était de rendre conscients les Palestiniens au Liban de toutes les décisions et toutes les traités qui ont été faits par rapport à la Palestine. Et bien sûr, tout ce qu'on trouvait, on avait les traités, on avait les accords et les décisions. Mais bien sûr, tout ce qu'on trouvait sur Terre, à travers les témoignages qu'on a pris de 7 personnes qui sont de différentes parties de la Palestine ou de la Grande Palestine internationale, à travers, du coup, on les a réunis, si vous voulez, ou bien on a fait des liens entre eux, à travers la nouvelle média. À l'époque, c'était 2009, à travers les téléphones, envoyer des locations, montrer, au fait, chacun montre. Du coup, là, Mohamed, là, j'ai oublié son nom, Ahmed, il est à Barid, dans le camp du Liban, qui venait d'être complètement détruit en 2007. Et il parle avec Ola, qui est à Nazareth, et c'est le jour de la Nakba. Et du coup, il lui raconte comment ils sont partis de Safouriye et comment leur village a été détruit et a été remplacé par le Soubir, par les cactus qui sont déjà un motif que j'ai aussi utilisé ici. Voilà. Alors, la dernière BD qui est sortie en 2023, je voulais qu'on en parle un petit peu. C'est elle. Elle est très colorée. Est-ce que tu peux nous en parler aussi, parce que du coup c'est une démarche un peu différente? C'est une commande au fait pour le Sawaf Center for Arab Comic Studies. C'est un centre qui est à l'université américaine à Beyrouth. Ils ont pas mal d'archives de BD qu'ils ont voulu engager des artistes à travailler avec.
Du coup, j'ai choisi deux planches qui sont de Tahta et Samir et Tahta, qui sont deux héros qui ont été publiés dans les années 60, qui vont aller à Tel Aviv et faire une opération. C'est des espions. Et du coup, nous, là, on est en 2023. Je suis avec un ami qui est bisexuel. Du coup, on est sur la frontière entre de Amman à Ramallah. Du coup, on passe par Colombia. On est dans toute plein de monde et tout. Et Sama est très anxieux. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire. Et enfin, elle voit sa mère, ils s'embrassent, ils sont très contents. Mais en bas, en anglais, j'écris qu'au fait, tout ça, c'est une fiction. Je n'ai jamais été là. Lissama, elle ne va jamais être là-bas parce que, en fait, sa famille, premièrement, tous les deux, on peut plus rentrer en Palestine, et aussi lui, sa famille ne l'accepte pas. D'où je montre aussi les conditions des gens LGBT qui vivent en Palestine et la difficulté de vivre là-bas. Parfois, c'est impossible pour lui. Du coup, ça, c'est l'histoire. Tu parles d'une impossibilité d'aller en Palestine. Quand on préparait cette table ronde, tu m'as parlé d'ateliers que tu faisais à Gaza. La subtilité, c'est que tu ne vas pas à Gaza. Comment est-ce que tu les fais, ces ateliers? Ateliers qui sont destinés à des illustrateurs donc de BD gazaouis. Au fait, j'ai donné pas mal d'ateliers au Liban. Du coup, j'aime beaucoup donner des ateliers, enseigner la BD. Surtout que je suis de Samandal. Du coup, j'ai perçu très tôt qu'on a besoin d'apprendre la BD pour pouvoir donc, du coup, l'enseigner et tout. Du coup, depuis que j'ai commencé, je voulais aller à Ramallah au Bethlehem, enseigner à travers l'Institut français, parce que j'ai aussi un passeport allemand. Du coup, c'était possible. Et du coup, j'en parlais avec les artistes que j'ai rencontrés, Khaled Jalaza, et du coup, avec Mohamed Batsouk, on a décidé que lui, il voulait faire un atelier, et du coup, un atelier c'est assez long pour un an, avec 12 jeunes qui vont créer un collectif d'artistes qui vont faire de la BD. Et du coup, moi, je le fais bien sûr en ligne, parce que je ne peux pas y aller. Aussi, il y a 2 semaines, c'était la guerre. Ça s'est arrêté pour l'instant. Je leur ai parlé il y a 2 jours, juste pour faire un update, peut-être vous en parler. Mais en fait, on me dit qu'ils sont tous traumatisés. Personne n'arrive vraiment à comprendre ce qui se passe. Du coup, on attend. Mais on espère oui, qu'il va y avoir prochainement de la production de BD de la Palestine. On va parler tu nous as fait une petite sélection de BDistes palestiniens que tu apprécies, mais avant ça, je voulais juste parler on t'a invité à contribuer à Araborama et tu as contribué par 4 magnifiques planches. Voilà, je disais 4 magnifiques planches. Donc tu as fait le dessin en fait d'un texte qui avait déjà été écrit par Jad Hilal. Est-ce que tu peux nous parler de... Oui, avec Jad, on avait imaginé un scénario qui puisse être actif dans l'action. On voulait du coup imaginer une pierre et la projection de la pierre et qu'est-ce qu'elle pourrait voir. Et où elle pourrait habiter. Et du coup, son poème, il parle de cette projection et j'ai essayé avec mes dessins de nourrir cet imaginaire, surtout à travers des images. Peut-être que maintenant, quand je les regarde, ça me rappelle Beyrouth, du travail d'artistes libanais qui vraiment montraient comment la ville elle est suffoquée. Du coup, là, ça me rappelle ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur? Les gens,
ils sont vraiment emprisonnés. Et du coup, j'ai essayé de faire cette image qui est très comment dire, bien. Tout en donnant aussi là, par exemple, c'est une évolution. Du coup, là en haut, il y a un mouvement qui descend vers quelque chose qui est plus, où on respire plus. Du coup, la dernière, la pierre, elle atterrit. Et d'où je me suis emportée à dessiner tous les détails de l'arbre d'olive. Et puis vraiment donner du temps à chaque pierre. Ce que tu dis, ça me fait penser à un documentaire qui s'appelle Crayon au point, où on te voit. En fait, c'est un documentaire sur Arte, c'est un très court documentaire qui présente en fait 4 BDistes du monde arabe de 4 pays différents, si je dis pas de bêtises, dont toi. Et donc votre lien avec les révolutions. Et tu dis un truc hyper intéressant en fait, qui m'a vraiment marqué dans ce documentaire, je pense que je l'ai noté quelque part. Oui, tu dis, tu parles de l'explosion du port de Beyrouth et tu dis, après l'explosion du port, j'ai eu besoin de dessiner Beyrouth, de dessiner chaque quartier comme un devoir de mémoire, de me réapproprier la ville détruite. J'espère que je t'ai cité correctement. Je pense que oui, c'est l'idée. Je dessine depuis que je suis à Marseille d'une façon très attentionnée sur chaque détail. Je donne du temps. Je pense que ça me manque. J'ai envie d'y aller. Mais je pense surtout que c'est en rapport avec d'être à l'étranger, l'insécurité. D'où utiliser aussi des photos pour s'appuyer dessus. En fait, cette citation donc, dans ce documentaire, ça m'a fait penser... je trouve qu'il y a un parallèle quand même assez saisissant avec Gaza, et notamment dans ton article Marion. Donc dans Araborama, Marion signe un article qui s'appelle Gaza créé au défi des ruines. Je ne suis pas aussi habile que Joanne, donc j'ai pas la page qui me revient, mais vous pouvez le regarder dans l'ouvrage. Et donc tu parles de ces artistes gazaouis qui se réapproprient la ville, notamment par des installations artistiques, par du parcours, par de la photo, par du cinéma. Et donc bon, la comparaison n'est peut-être pas très fortuite, mais je trouve quand même qu'il y a un parallèle assez intéressant. Voilà, je ne sais pas où cette déambulation de ma pensée me mène, mais en tout cas, voilà, ça m'a fait penser à ça. Peut-être, Léna, tu pourrais nous parler un petit peu des BDistes que tu voulais présenter? Peut-être 2 ou 3. Oui, du coup, bien sûr, je ne peux pas vraiment les connaître parce que je ne peux pas les rencontrer. Oui. Du coup, je connais un peu d'eux. Mais, excusez-moi, j'ai tout fermé. Ça, c'est d'elle et de cette planche que je parlais de mosaïenne, non? Du coup, ça c'est Hanin Nazdal, elle a fait pas mal de livres jeunesse. Elle a fait aussi, depuis 2007, beaucoup de trucs, depuis 2014 ou 2021. Beaucoup de choses graphiques qu'elle a mis sur Instagram. Elle a gagné beaucoup de visibilité. Et là, ce que j'ai, c'est des artistes BD. Du coup, moi, ça m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. Et ça m'intéresse beaucoup quand je vois un artiste qui commence à aussi s'intéresser à la BD, à en faire. Et du coup, je voulais vous montrer cette planche que Hanin a travaillée, qui est celle-là. En tant que BD et aussi comme un écho à un autre artiste moins contemporain qui s'appelle c'est Moussaïen, non? Du coup Khaled Jarada et Khaled c'est rare de trouver des BDistes qui maîtrisent le conceptuel en même temps une histoire qui finit, qui sont dans Samandal par exemple.
on a publié pas mal au début, mais je pense que oui, la BD abstraite, elle devient aussi, là aussi qu'il utilise une BD un peu encore aussi très poétique. C'est un artiste contemporain, du coup il n'arrive pas, il n'essaye pas de raconter une histoire, il vraiment essaye de raconter une émotion ou bien oui, je dirais une émotion, et du coup ça c'est quelque chose de nouveau dans la BD, je pense surtout où on est tout le temps fixé sur l'histoire elle-même. Samir Harib, il a travaillé dans différentes choses et il a participé par exemple à une case vide dans le monde international. Il a fait des choses aux États-Unis, par exemple comme celle la Solidarity with the Palestinian Strikers. C'est un artiste qui est très attentionné au dessin. Je pense qu'il a beaucoup à donner. Aussi, il connaît la plupart des jeunes aujourd'hui. Oui, là, je pense que ça, c'est aussi la solidarité des artistes de l'extérieur vers l'intérieur. Du coup, Samir et Khaled, Samir, il est en Allemagne, Khaled, il est en France, mais ils organisent et ils participent à cet atelier qui se passe à Gaza. On a essayé de trouver tous les gens qui pourraient être intéressés. On a invité, par exemple, Rawan Baïssa pour donner une session. Du coup, différents artistes qui peuvent aussi donner des sessions, parler de leur expérience dans cet atelier. Et puis Leila Abdelrazza, Leila, je l'ai rencontrée à Beyrouth à travers Mahmoud Kahil et UD Initiative, Comics Initiative. Et elle est très active, elle a fait pas mal de choses très underground qui ont aussi bougé beaucoup les étudiants vers la cause palestinienne dans son université, dans sa ville aussi. Et elle a écrit un livre sur son père qui a grandi dans les camps palestiniens au Liban. C'est quelqu'un qui est mon conseiller pour le BDS par rapport à la Palestine, par rapport à la BD, excusez-moi. Nour Hifaoui, elle est avec nous dans Samandal. Je suis très fière de nous parce que j'aime beaucoup son travail. Je pense qu'elle apporte beaucoup, vraiment. Du coup, là, c'est une histoire où elle a travaillé sur Yacoub et l'autre, c'est une affiche qu'elle a fait en rideau qu'elle vend et qui s'appelle on résiste parce qu'on grandit parce qu'on est dans le trouble. Moi, on peut traduire ça. On résiste parce qu'on est dans la trouble, dans les problèmes. Voilà. Super. Merci beaucoup. Moi, j'ai plein d'autres questions, mais je pense qu'on va laisser la parole à la salle. Et puis... Ah, mais aussi, non, mais... Non, en fait, je suis super contente de découvrir cette scène de BD palestinienne qui est, j'ai l'impression, très récente. En tout cas, c'est beaucoup des Palestiniens qui sont à Beyrouth ou... Ouais, oui. Je pense que, bien sûr, on peut ajouter pas mal de gens. Le problème, c'est que je pense pas assez d'expérience. Du coup, chacun a publié une ou deux petites histoires ou quelque chose comme ça. Ce qu'on veut, c'est des graphic novels, c'est des histoires plus longues. Oui. Et je voulais savoir comment, du coup, est-ce qu'il y avait aussi une volonté
se mettre en réseau, comme tu l'avais fait aussi, comme tu l'as fait avec l'artiste de Gaza, mais est-ce qu'il y a une volonté plus large de réunir tous ces artistes de BD de la Grande Palestine, j'aime bien l'expression de la Grande Palestine internationale. En fait, moi, je peux pas décider. Je peux suggérer, du coup, une des conversations qu'on a eues, c'est la thématique. Est-ce qu'il faut une thématique ou pas pour ce collectif? Du coup, la discussion, c'est quoi les thématiques? Est-ce qu'on veut parler des thématiques emblématiques comme la Nakba, comme les choses qu'on connaît de la Palestine, comment s'en sortir? Après, comment ne pas s'en sortir? Moi, je pense que j'ai toujours eu confiance en mon travail sans vraiment imposer une thématique ou pas. Ça va sortir de toute façon et je pense que c'est la production qui va faire ça. C'est de faire et faire et oui, on ne peut pas participer à ce collectif sans parler de Palestine à la fin. Du coup, je pense que c'est mieux de ne pas avoir une thématique au début pour vraiment produire, chercher et trouver ces thématiques à travers le travail. Alors que dans Samandal, c'était différent. Au Liban, nous, on n'avait pas une scène de BDistes. On voulait que les gens fassent de la BD. Et du coup, on a pensé, ok, on fait un truc en arabe. Ah non, ça va restreindre parce que les Libanais, ils écrivent aussi en français, ils écrivent aussi en arabe. Du coup, on a dit non, il faut offrir. Et du coup, au début, on a pensé, ok, les Libanais. Après, on a dit, mais pourquoi parce qu'on va avoir juste 20 pages. Du coup, on a dit non, Samandal doit être un truc qui est beaucoup plus inclusif. Et ça, c'était notre politique pour vraiment construire une communauté. Et là, je pense que c'est pas vraiment construire une communauté. C'est de produire, c'est de faire de la BD expérimentée. Il y a un désir, les jeunes, ils veulent, parce que aussi ils ont une expérience dans la jeunesse. Du coup, ils travaillent, ils ont une expérience dans la narration visuelle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup à toutes les trois, c'était magnifique d'apprendre avec vous tous sur ces sujets fascinants. J'ai une question, vous aviez dit que, en effet, la fragmentation du territoire palestinien a donné lieu aussi à une fragmentation des expériences, des différentes expériences qui se représentent dans les différents outils artistiques, etc. Et même dans la BD. Je voudrais savoir aussi, comme vous avez dit, que finalement beaucoup de ces artistes ils finissent par se rencontrer à l'étranger où il y a des opportunités pour l'échange, etc. Je voulais savoir si vous connaissiez aussi, que ce soit dans la BD ou autre type d'expression visuelle, des collectifs aujourd'hui, comme vous avez montré peut-être dans les années un peu le collectif, je ne me rappelle plus du nom, New Visions exactement. Est-ce que ces collectifs, ils existent aujourd'hui? Est-ce qu'on peut les connaître? Voilà. Merci beaucoup. Mais pour ce qui est des autres arts visuels, parce que bon, en fait, la BD est un art visuel, mais je ne peux pas faire un graphique, bref. En tout cas, par rapport à... Donc déjà, bon, cette fragmentation entre les villes, elle est à tous les niveaux, en fait. Elle est au niveau d'abord des pratiques, c'est-à-dire que, par exemple, les types de matériaux, les types d'expression, enfin de production artistique vont pas être les mêmes, par exemple, à Gaza, où par exemple il va y avoir beaucoup de peinture, beaucoup de vidéos, parce que c'est aussi une manière enfin la vidéo, la photo peut s'envoyer, donc ça peut permettre, ça permet aussi de dépasser des frontières, mais beaucoup moins par exemple les installations qui vont être beaucoup plus en Cisjordanie, ou voilà, après c'est vraiment sur la question vraiment de voilà. Mais en tout cas, par rapport au collectif, alors c'est quelque chose aussi que j'ai pu observer eh bien, beaucoup aussi à Gaza, il y a beaucoup de collectifs d'artistes qui en fait sont une réponse à la précarité de l'infrastructure culturelle. Également, donc je peux vous en citer notamment deux, mais il y en a plein, hein,
donc Iltiqa, qui est un collectif d'artistes qui a fondé une galerie dans les années 2000 et qui est un peu la première à avoir voulu promouvoir l'art contemporain, disons expérimental à Gaza, mais il y a aussi Shababik, qui est, elle, plus tournée sur des pratiques artistiques dans l'espace public. Donc, ils ont notamment participé à créer un skateboard park dans le nord de Gaza. Et on le voit aussi, hein, des collectifs qui dépassent aussi, donc qui sont des collectifs virtuels, enfin qui sont pas virtuels, hein, ils sont bien là, mais disons qu'ils ne communiquent que par le vecteur numérique très souvent, comme du coup Fond Collectif en est un des exemples. On a l'exemple encore de nous. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'abord, merci beaucoup. Je me demandais s'il y avait quand même des connexions, quand vous parlez de la Grande Palestine, avec des artistes palestiniens qui sont restés en Israël. Est-ce qu'il y a une forme de communication? Est-ce qu'on voit des différences d'approche? Parce que quand vous avez parlé de la Grande Palestine, ça m'a forcément fait penser à ça. Merci. Alors moi, j'ai travaillé avec Samia Halabi, qui est une artiste digitale, je dirais, à New York, où on a fait une expo d'artistes palestiniens de dedans et de l'étranger. Elle avait beaucoup de l'aspiration dans ça. C'était vraiment quelque chose d'existentiel pour elle de faire une expo comme ça. C'était en 2002. Oui, ça c'est juste l'expérience que j'ai. Je pourrais pas dire. J'ai les exemples de Khaled et de Samir qui sont en train de travailler avec les artistes à Gaza. Et du coup, l'atelier, il y a 10 de Gaza, mais aussi on a en ligne 2 de Ramallah et une de Beit Lahem. Du coup, c'est un peu compliqué, mais avec le Covid et travailler sur Zoom et tout ça, ça a rendu les choses un peu plus faciles aussi. Après, si j'ai bien compris votre question, c'est est-ce que des artistes palestiniens travaillent avec des artistes palestiniens d'Israël ou alors des artistes israéliens? Palestiniens d'Israël, oui, oui. Bah alors, en tout cas, oula. Oh, bah, ça va plus. Alors, actuellement, c'est une chose. Déjà dans les années 90, il y avait énormément d'expositions d'Israéliens et de Palestiniens. C'était vraiment, donc Salman Mansour, Nabil Anani qui participaient à des expositions aux côtés d'artistes israéliens anti-sionistes. Aujourd'hui, c'est une question qui est vraiment très compliquée. C'est-à-dire avec justement le BDS, c'est une question qui est très sensible, qui est de plus en plus suivie, et les mêmes artistes qui participaient donc aux côtés d'artistes israéliens aujourd'hui ne le font plus. Donc ça c'est assez nouveau. Et en revanche, en ce qui concerne les liens entre les artistes palestiniens des territoires palestiniens occupés et d'Israël, il y a donc il y a des collectifs, et il y a aussi par exemple des biennales, des festivals oui, qui, par exemple, je pense à Calamity International, qui est un festival d'art contemporain, une biennale qui a commencé en 2012, et vraiment leur idée c'était de connecter à travers l'art les différentes villes de la très grande Palestine internationale. Donc il y avait, c'est un festival
itinérant sur plusieurs endroits, donc évidemment en territoire palestinien occupé, mais également en territoire de 48 en Israël, et aussi dans les camps de réfugiés au Liban, aussi à Amman, et il me semble qu'il y avait en tout cas des velléités de faire aussi des liens avec toute la diaspora artistique palestinienne aux États-Unis et ailleurs. Donc en tout cas il y a plusieurs initiatives de ce type qui essayent par l'art de recréer une sorte de cartographie culturelle qu'ils ont réunifiée à travers ces différents points d'activité culturelle. On a le temps peut-être de prendre une dernière question, s'il y en a. Sinon j'en ai une, donc ne vous bousculez pas surtout. Du coup, j'en ai une qui s'adresse à toi, Marion, mais à toi également. Tu parlais toujours à la fiction et notamment à la science-fiction dans un contexte où les horizons sont bouchés. Dans l'article que tu as écrit par Barbara, tu as pris l'exemple de Gaza et tu développes d'autres exemples de pratiques artistiques pour dépasser ces horizons bouchés. Est-ce que tu peux parler, par exemple, du parcours? C'est mon exemple préféré. Alors le parcours, c'est un sport qui est aussi un art, enfin c'est une pratique disons performative, donc c'est pour ça que je l'inclus aussi dans mon champ disons d'intérêt. C'est donc l'art du déplacement. On se déplace à travers son corps seulement et on franchit des obstacles en fait. Et effectivement c'est une pratique qui a particulièrement été mobilisée et a été en vogue. Alors déjà, il faut le dire, c'est une pratique qui est française, qui est née dans les 90 dans la banlieue parisienne. Et en fait, donc les parcouristes ou les traceurs, disons, se sont formés, donc évidemment par le canal numérique, parce qu'il n'y a pas de formation au parcours. Et c'est donc à Gaza que le parcours s'est introduit en fait en Palestine. Maintenant, il y a deux pôles, disons, de ce type de pratique, c'est à Gaza et à Jérusalem. Mais en tout cas, cette ville était, disons, particulièrement propice à ce type de pratique, puisque c'est une ville où, en fait, les parcouristes ont commencé à pratiquer dans les ruines, et donc ils sautaient en fait à travers les bâtiments en ruine. Donc le paysage est aussi, enfin Gaza c'est un paysage qui est très le contraire de vallonné, plat, merci. Et du coup qui est particulièrement propice à ça. Et donc évidemment après il y a la dimension symbolique de cette pratique qui est que lorsqu'on saute et qu'on fait ces acrobaties, c'est aussi une manière de se réapproprier. Tu parlais de réappropriation d'un espace. Alors toi tu disais réappropriation quand tu voyais que Beyrouth était en train d'être détruit, le geste artistique te permettait de capturer une mémoire. Et là, c'est une manière aussi de recapturer, et en tout cas de se réapproprier une forme de liberté et un espace qui est menacé de disparaître lorsqu'on pense à Gaza. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous procurer l'ouvrage. Et puis si vous voulez poursuivre les discussions, on vous donne rendez-vous là tout de suite au café des 13 coins, si je dis pas de bêtises. Voilà, on vous attend. Merci beaucoup.